pitié de lui parce que je l'aime bien, je l'ai beaucoup lu. Mais le monsieur, il est emprisonné, tantôt il est libéré, etc. et tout. Mais je peux vous donner le cas de succès, au Tchad. Je peux vous donner même le cas en Côte d'Ivoire aussi, et tant d'autres. Même le Bénin, qui est même un modèle démocratique, il y a des opposants quand même qui sont martyrisés dans ce pays. Donc la pacification est importante pour moi. Vous savez, l'opposition politique a un rôle important dans une démocratie. Voilà pourquoi on a même accordé des droits à l'opposition dans certains pays en Afrique, mais même le Sénégal. Vous savez, la constitution du Sénégal, de 2001, modifiée en 2016, mais cette constitution accorde des droits à l'opposition. En disant tout simplement, notamment en son article 4, nous pouvons lire « La Constitution garantit des droits égaux aux partis politiques, y compris ceux qui s'opposent à la politique du gouvernement en place. » Cela dit qu'une opposition est très importante. Mais cette pacification des rapports entre le pouvoir et l'opposition passe également par la satisfaction de deux vieilles doléances. C'est le statut du chef de l'opposition et le financement des partis politiques. Ces deux vieilles doléances depuis même les années 80. On en parle, mais jusque-là, ce n'est pas encore une réalité. Et j'espère qu'avec ce mandat du président Bassirou Diomaye Faye, durant ces 5 ans, que quand même on va franchir finalement le pas. Mais nous devons aussi, pour avoir ce Sénégal dont nous rêvons tous, mais consolider la loi électorale du Sénégal. Je le dis, qu'il y a des efforts qui sont faits. Comme supposons l'article 60 de la Constitution du Sénégal, mais qui nous parle d'un député qui démissionne de son parti. Ah oui, ça c'est salutaire. Mais Abdoulaye Wade l'a tellement vécu que quand il est venu au pouvoir, dès 2001, dans la Constitution qu'il a proposée aux Sénégalais, mais il a intégré cette disposition. Mais malheureusement, cette disposition aujourd'hui est caduque. Le Sénégal, depuis 2000 plutôt, avec le FAL, le Front pour l'alternance, qui a porté au pouvoir le président Abdoulaye Wade, mais pratiquement, on ne va plus aux élections sous la bannière d'un parti politique, mais plutôt sous la bannière de coalition, à l'exception de PASTEF en 2024, aux législatives. À l'exception de PASTEF. Mais sinon, la réalité électorale du Sénégal est qu'il y a une évolution du système électoral sénégalais. Ce qui fait que le député est élu sous la bannière au nom d'un parti, mais après, quand même, il y a des voies de contournement. Il peut démissionner tout en gardant son poste de député. Alors que l'ambition de cette réforme majeure, c'était quoi? C'était la moralisation du jeu politique sénégalais. Alors, il faut, à mon avis, qu'il y ait encore une réactualisation de ces dispositions en fait de prendre en compte la nouvelle donne du système électoral sénégalais. Mais l'autre fait aussi, il nous faut extraire dans le code électoral sénégalais toutes ces dispositions liberticides, notamment dans les articles L28, L29, L57 et j'en passe. Mais écoutez, moi je ne peux comprendre, je ne peux qu'admettre qu'un citoyen soit privé de sa liberté de candidature tout simplement parce qu'il est condamné pour diffamation. Pour diffamation. Alors que la liberté de candidature est un droit fondamental, consacré mais par tous les textes de droit, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et j'en passe. Donc il nous faut quand même que cette disposition-là soit revue. Mais tout de même que l'article L57. Mais l'article L57 du Code électoral du Sénégal, modifié en juillet 2018 par le président Macky Sall, n'avait pour ambition que l'exclusion électorale de certains opposants. Alors là également, pour avoir ce Sénégal dont nous rêvons, des efforts doivent être faits dans ce sens. L'autre fait aussi, c'est le renforcement des sanctions de déchéance électorale. Je le dis, je le répète, quand je parle avec le cœur. Nous parlons aujourd'hui des Jakartaman. Nous parlons aujourd'hui de l'immigration clandestine. Allez dans les hôpitaux. Il y a des femmes qui accouchent, qui partagent le même lit. C'est parce que tout simplement, il y a des détournements de deniers publics et de corruption. Sur ce, pour moi, 5 ans, c'est insignifiant de déchéance électorale. Il faut aller beaucoup plus. Il faut corser cela. Il nous faut quand même des leaders
qui aspirent confiance et qui savent que li ñu leen dénk moomu ñu ko alalu askan wi la ba ko fa. Et envisager également des sanctions dans le code électoral, je dis bien, envisager des sanctions contre les tenants de discours ethnicistes, les tenants de discours identitaires. Vous savez, les conflits, ce sont des constructions sociales. Les conflits ne tombent pas du ciel. Et la Côte d'Ivoire, on l'appelait le havre de paix, tellement qu'il y avait la paix dans ce pays. Vous allez en Côte d'Ivoire, vous verrez que 22%, plus de 22%, je vous dis bien, de la population ivoirienne est étrangère, sénégalaise, malienne, burkinabé, entre autres, tellement que dëkk ba naatoon na amoon na jàmm. Moo tax nit ñi dem fa fu amul jàmm kenn du fa dem. Et un beau jour, on a commencé à parler de l'identité dans le jeu politique. Petit à petit, d'abord c'était Gbagbo dans les années 80, au début des années 90, pour attaquer le président Boigny, au fait. N'oubliez pas qu'en Côte d'Ivoire, le président Boigny avait accordé le droit de vote à des étrangers. Le droit de vote, je vous dis. Les étrangers participaient au jeu électoral. Mais Gbagbo en a commencé et a qualifié les étrangers de bétail électoral. Et c'est ce qui a commencé. Maintenant, en 1994, on a modifié la constitution avec le fameux EEU. En 1996, on a institutionnalisé le concept d'ivoirité et nous connaissons tous la suite. Et jusqu'au moment où je vous parle, la Côte d'Ivoire n'a pas encore retrouvé sa nation. N'a pas encore retrouvé sa nation. Vous allez en Côte d'Ivoire, très souvent, telle personne est soutien de Alassane Ouattara, de Ado, demandez-lui d'où il vient. Il est du Nord, en général. Vous allez au Tchad, telle personne est soutien de Succès Masra ou de Mahamat Idriss Déby. Non, en général, je vous dis 99%, soit il est du Nord, il est pour Mahamat Idriss Déby, ou bien il est du Nord, il est pour Succès Masra. Allez en Guinée et j'en passe. Alors que dans une démocratie, la détermination de l'individu dans le jeu politique devait être déterminée non pas par son appartenance identitaire, mais plutôt par la proposition de gouvernance économique et démocratique. Mais le Sénégal avait cette chance. Voilà pourquoi je souhaiterais que l'on s'inspire un peu de ce qui se passe au Cap-Vert. Vous savez, le Cap-Vert est aujourd'hui un modèle de démocratie sur le continent. Le Cap-Vert, c'est ce pays-là où régulièrement il y a des alternances, où il y a la stabilité dans le pays, où il y a très peu de tensions politiques. Mais c'est parce que aussi le Cap-Vert est un pays où l'identité n'est pas au cœur du jeu politique. Certains vont me dire certainement, donc Dr Boyan est ici dans la salle, que je salue de passage, il va me dire non, Ado, au Cap-Vert, la population est homogène, je suis d'accord. Mais aussi au Sénégal, on avait cette chance. Mais quand même, Léopold Sédar Senghor nous a légué une nation, quoi qu'on puisse dire. Et cette nation-là était beaucoup plus avancée que dans plusieurs autres pays en Afrique. Non, au Sénégal, on ne connaissait pas ce discours qui commence de plus en plus à se banaliser. Et là, je voudrais même interpeller les autorités de ce pays. J'ai l'impression qu'on ferme les yeux, on ne sait pas ce qui se passe dans les réseaux sociaux, mais on ne doit pas banaliser le discours identitaire. Il est temps d'y mettre un terme. Et la rationalisation du système de vote au Sénégal. Quand même, nous sommes au 21e siècle, nous sommes en 2025. Que aller tous les jours permettre à M. Wan de se lever chez lui le dimanche pour aller se rendre à l'école telle pour voter, en 2025, c'est un phénomène qui tend qui s'inscrit dans le passé. La digitalisation du vote. Vous savez, la DGE au Sénégal, le système de vote sénégalais est tellement évolué, pour ne pas dire tellement performant comparé aux autres pays en Afrique, au tel enseigne que l'enjeu, ce n'est plus d'organiser un scrutin seulement, mais l'enjeu, c'est quoi faire pour intégrer la digitalisation dans le vote, pour permettre à certains Sénégalais de rester chez eux le dimanche et de pouvoir voter. Et cela permettra quoi? D'économiser de l'argent qui peut être orienté ailleurs. Cela permettra aussi au comptage des votes, mais de se passer de façon beaucoup plus rapide. Au lieu de rester 2 jours, 3 jours pour avoir des résultats définitifs, peut-être qu'on peut le faire en 24 heures, entre autres. Et mettre aussi en place une commission électorale, mais qui s'inspire du cas ghanéen. Vous savez,
les opposants africains dans les années 90, Abdoulaye Wade, Gbagbo, entre autres, ont manifesté, se sont battus pour que les chefs d'État puissent enfin accepter de mettre en place... Ah oui. Oh, il me parle d'une minute là. Bon, pour faire vite, alors je dirais que le cas du Ghana, on doit s'inspirer du cas ghanéen. Vous savez, le Ghana, c'est ce pays-là aussi très stable. Quand vous n'entendez pas d'un pays à RFI, France 24, disons que ce pays est un pays très stable. Et c'est le cas du Ghana. Le Ghana vit des alternances de manière périodique et pacifique. C'est aussi parce que le Ghana a une commission électorale qui a des pouvoirs énormes, qui gère tout le processus électoral du début à la fin. Si le temps me l'aurait permis, je vous donnerai quelques exemples de cette commission électorale du Ghana, qui pour moi, ou le Sénégal devrait s'inspirer de cette commission du Ghana. La liberté d'expression, j'y attache beaucoup d'importance. Ah oui, pour moi, convoquer quelqu'un pour certains mots, ah non, ça ne vaut pas la peine. Vous savez, on a une société qui s'est régulée elle-même. Ana ñu doon wax avant élection yi di lappi-lappi est-ce que dégg nga leen déedéet société gi ñu am dafa mën a natt kay mën na laa déglu waaye du la topp boo demee ca bañ gàcce ga da nga xam ne daan nga mbelli waaye duñ la topp kon ñooñu dama ñëw tëj ba leen société bi atte leen. Bon, pour terminer, maître, si vous me le permettez, il y a deux réformes que je considère quand même comme des réformes démocratiquement sexy, mais en fait, je peux être d'accord, mais je ne suis pas trop fan. C'est, supposons, j'entends la dernière fois un constitutionnaliste nous parler de, au-delà même du président, le premier ministre, entre autres, doivent démissionner du parti, entre autres. Mais écoutez, oui, et pourtant, il était conseiller du chef d'État Macky Sall. Il ne l'a jamais dit, certainement, au président. Mais, citez-moi une seule démocratie au monde. Aux États-Unis, en France, en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara n'est pas le chef du RHDP. Mais dites-moi, quelle est la décision importante du RHDP qui se prend ça à dos? Est-ce que... Non, en fait, moi je parle de faits, je ne parle pas du texte, de l'esthétique démocratique. Mais dans les faits, c'est Macron qui est le chef, qui est le patron. Donc je suis d'accord que le président peut ne pas... qu'il peut y avoir une distinction des fonctions de chef de l'État et de chef de parti. D'ailleurs, le Sénégal a déjà réglé ce cas avec le chef d'État Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, mais pour moi, ça suffit largement. Le président Wade nag li mu doon wax nag juumul de branche gi ma toog moom du ma ko siyee mukk. Le jour où Sonko va écouter ces gens-là ba démissionner ci Pastef, ah kooku musiba la. Beneen bi mooy la majorité parlementaire. Souvent les gens disent que oui, majorité mécanique, etc. Mais une majorité sert à accompagner une majorité présidentielle. Donnez-moi un seul exemple où des députés d'un parti en général ne suivent pas la ligne du parti. Je vous donne l'exemple de François Bayrou. Pour sa nomination, il a fallu que Macron ait la caution, la validation de qui? De Marine Le Pen. Cela dit quoi? Que les députés du Rassemblement national suivent la ligne du chef de Marine Le Pen. C'est aussi ça la démocratie, c'est l'empire de la majorité. Donc, pour terminer, les clauses d'éternité, je suis d'accord pour les clauses d'éternité. Mais les clauses d'éternité, elles ne suffisent pas. Elles ne suffisent pas. Je vous donne l'exemple patent. Excusez-moi, maître. Un exemple patent pour terminer. Je vous donne l'exemple de Denis Sassou Nguesso. En 1994, qu'est-ce qui s'est passé au Congo? Denis Sassou Nguesso allait vers son second et dernier mandat en 2016. Et il avait 3 obstacles juridiques devant lui. L'article 57, l'article 59 et aussi l'article 185 de la Constitution congolaise. L'article 57 disait quoi? Que nul ne peut faire plus de 2 mandats. Il était à son dernier mandat. Le deuxième mur juridique, on dit aussi que pour être candidat, il faut âger au max 70 ans. Et lui, il a déjà consommé ses 70 ans. Il avait 71 ans. Et le troisième maintenant, c'est la clause d'éternité. Que nul ne peut toucher, donc tout ce qui touche le mandat, tout ce qui touche le mandat ne peut faire l'objet de modification. Est-ce que vous savez qu'est-ce que Denis Sassou Nguesso a fait?
Non, il n'a pas modifié l'article dont on put sur le mandat. Il a balayé toute la Constitution pour mettre une nouvelle Constitution. Cela dit quoi? Ce que je crois, dans une démocratie, il faut des leaders intègres, des leaders qui ont une culture démocratique et surtout une forte opinion publique. Et sur ce, j'ai bon espoir pour l'avenir du Sénégal. Je vous remercie de votre attention. Merci, professeur Adama Sadio. Désormais, je serai